qu'est-ce que nous avons pu faire? Les gens nous poseront cette question. Et, non, et moi-même, je poserai... Je vous la pose. Oui, c'est vrai que... Parce qu'au bilan, on ne voit pas quelque chose d'extraordinaire. Non, non, je ne vais pas me débiter de cette question puisque je suis d'un parti politique qui, sur les 24, a 14. Ah oui. Et donc, si sur les 24, on a 14, nous avons une responsabilité. Mesdames et messieurs, amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue dans votre émission Free Speech. Aujourd'hui, nous recevons, pas comme à l'accoutumée, une femme. Une femme qui a beaucoup investi dans le social, dans son milieu, notamment dans le zoo. Une femme qui s'est illustrée à travers ce métier noble que nous faisons, le journalisme, mais qui, entre-temps, a fait une mutation en politique. Elle a beaucoup travaillé dans plusieurs formations avant d'atterrir à la direction de l'administration de l'UPR qu'elle a occupée jusqu'à récemment. Mesdames et messieurs, nous allons à la rencontre de Christelle Rundonoubo à Liosa. Avec elle, nous allons parler repositionnement de la femme dans la sphère politique. Mais avant, Landry Ouetton, bonjour. Bonjour Valentin Adibocha, bonjour Madame Christelle Rundonoubo à Liosa, bonjour. Dynamique Chat. Voilà, c'est bien cela. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Free Speech. Comme l'a dit Valentin Adibocha, nous recevons pour vous aujourd'hui une dame de fer, celle-là qui a traîné ses bosses un peu partout, dans le social, un peu comme dans la politique. Elle est du département des collines. Valentin, merci. Voilà, nous commençons, hein, Christelle, nous venons de célébrer la 65e célébration de la session du Bénin à l'indépendance. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Merci de m'inviter. Landry, bonjour. Bonjour. Je voudrais aussi dire mes salutations à tous vos téléspectateurs, vos internautes sur l'ensemble donc de vos canaux digitaux. Voilà, c'est un plaisir pour nous de recevoir une femme. Moi, depuis que je suis à Speedline, c'est la première fois que je reçois une femme sur cette émission. Je suis honorée. Merci beaucoup. Et c'est Marie-Élise Bédo qui sera très contente parce que là, elle m'a beaucoup titillé par rapport à cela. Et donc, Madame Marie-Élise Bédo, présidente, vous êtes satisfaite de recevoir donc cette charmante dame sur nos plateaux tout de suite, au lendemain de la célébration de la fête de l'indépendance. Faites-nous un peu un retour, un feedback de la place qu'a occupée la femme. Mais avant d'aller dans tout ceci, je voudrais savoir, vous, qu'est-ce qui motive Christelle dans toutes ces actions que nous remarquons au plan social? Ce qui motive Christelle, je pense que c'est la même motivation pour chaque Béninois et chaque Béninoise dans leur milieu. Ce qui nous motive, c'est le bien-être de chaque Béninois et de chaque Béninoise. C'est le bien-être social. C'est le mieux vivre. C'est le vivre ensemble des Béninois et des Béninoises. Et c'est surtout la main tendue aux plus faibles. Et donc, ce sont ces motivations qui m'ont engagé, certainement qui engagent plusieurs autres hommes et femmes à aller dans telle ou telle direction, aller dans le social, aller dans le politique. Vous savez que c'est la politique qui détermine le social, l'économie et tout. Et donc, moi, après avoir réfléchi, je me suis dit qu'il faut que je me positionne quelque part où je pourrais porter la voix de certaines personnes, les sans voix comme on le dit. Et donc, voilà, nous y sommes depuis quelques décennies. Voilà, vous y êtes depuis quelques décennies, mais avant vous, parlez-nous de la place de la femme dans les instances de prise de décision, dès déjà le lendemain des indépendances au Bénin. Permettez-moi de questionner l'histoire sur la position de la femme béninoise un peu avant les indépendances. Un peu avant les indépendances, il faut constater que la femme béninoise n'avait pas de position visible, position de décision visible. C'était une époque où on essayait de construire un pays, construire des citoyens au service du développement et construire des citoyens à l'image en réalité du colonisateur. Et vous verrez que avant les indépendances, nos femmes étaient surtout dans l'éducation, étaient dans la santé, étaient dans le social. Et donc, c'est des secteurs qui doivent porter l'individu, faire en sorte que nous ayons des citoyens au service donc de leur nation. Ces dames ont été des braves. Elles sont restées dans l'ombre
des hommes qui, en ce moment-là, militaient pour les indépendances et qui, après les indépendances, ont aussi assumé des responsabilités politiques et économiques et sociales dans notre pays. Et vous me permettez, il y a, par exemple, quand vous voyez cette génération, c'est vrai que certaines ne sont plus avec nous. Feu, Madame Tevo Ejire, par exemple, celle qui nous a quittés il y a quelques jours. Madame Fassia, elle est toujours vivante. Il y a Madame Moukari Alioza qui est toujours vivante. Il y a certaines femmes qui ont été les pionniers en matière de construction, développement de l'être humain. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Quand on a fini de parler de ces femmes avant les indépendances, après les indépendances, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu une suite, en fait, de cette catégorie de femmes, avec une belle évolution où on les a retrouvées dans l'éducation, peut-être l'éducation au primaire, la santé à un niveau inférieur. Elles sont les filles de salle, elles sont des sages-femmes, elles sont des infirmières, mais nous avons eu une évolution où la femme, elle peut être médecin, la femme, elle est dans le milieu juridique, judiciaire, avocate, nous avons, etc. Mais nous ne les avons pas en position de force, en position de décision, comme on peut avoir des femmes ministres, des femmes députées, etc. C'est la période révolutionnaire, permettez-moi la tautologie, qui a révolutionné un peu l'engagement de la femme au sein donc de notre République. Et avec modestie, quand nous regardons, nous faisons le point, je pense que la période qui a donné plus de place à la femme, quand je parle de plus de femmes à la femme, la période qui a montré que la femme peut arriver dans l'engagement politique, mais en commençant l'apprentissage à la base, par la formation, c'est la période révolutionnaire, avec la création, bien entendu, des organisations structurées, de militantisme féminin et de formation de la femme. De telle sorte que vous verrez qu'au temps de la Révolution, les femmes ont gravi les échelons. Elles militent dans les cellules, elles évoluent au point où elles ont été dans le commandement territorial de notre pays. Elles sont nombreuses à avoir occupé des fonctions. Elles sont dans au niveau circonscription, au niveau préfectoral, au niveau de ce que nous appelions en son temps les districts, etc. C'est cette période qui a donné une émulation à la capacité de la femme béninoise de porter la chose politique. Après la Révolution, nous allons voir ce qu'est devenu l'engagement politique de la femme. Voilà. André Otto? Oui, puisque nous y sommes, vous nous avez projeté dans la période révolutionnaire, c'était le marxisme-léninisme, ce courant idéologique. Après les indépendances, la femme n'avait plus le statut de maman tennis dans Soulora de Seydou Badian. Ce n'était plus une femme corvéable. Mais dites-nous, qu'est-ce qui a réellement marché pendant cette période révolutionnaire qui vous donne de la nostalgie? Mais ce qui a marché, c'est d'abord, la première chose, c'est l'organisation. L'organisation structurée, l'organisation révolutionnaire. L'organisation intelligente de ce que la femme, aux côtés de l'homme, peut être formée, peut s'engager. Et s'engager, c'est par le militantisme, mais le militantisme appelle la formation. Et donc, au niveau de la période révolutionnaire, les structures, les moyens ont été mis en place pour permettre à la femme de se mettre dans l'engagement. Et dans d'autres systèmes, on a compris que l'engagement doit se construire de la base vers le sommet. Et donc, certains pays le font aujourd'hui si bien. Au lieu de faire le nivellement, c'est le sommet. C'est par une nomination, c'est par un positionnement qu'on découvre l'engagement politique. Non, l'engagement politique que vous découvrez par un positionnement, par une nomination, n'est pas un engagement politique qui dure, qui va dans la durée. Et donc la période révolutionnaire a voulu d'abord former la femme, lui faire comprendre que l'engagement politique doit avoir une base. Lui faire des constructions, l'amener à connaître son milieu. C'est pour ça que l'engagement commence par la base. Quand vous connaissez votre milieu, vous appréciez mieux les problèmes de votre milieu, vous pouvez vous-même décider à quel niveau d'engagement vous pouvez aller. Est-ce que c'est à la base que je veux rester? Est-ce que j'évolue pour aller à l'intermédiaire ou j'évolue pour aller au sommet? En échelle. Donc, en échelle. Voilà. Et donc, on évolue en échelle. C'est ce que la Révolution a essayé de faire. Mais par la suite, avec toujours
cette collaboration difficile oui, avec les hommes, nous avons constaté qu'à un moment donné, cette structuration, cette organisation n'a pas donné les résultats escomptés. Oui, lorsqu'on voit un peu le cliché de l'OFRB, vous vous rappelez certainement, est-ce que cela a inspiré un peu votre organisation au niveau de votre parti aujourd'hui? Vous avez la nostalgie de cette organisation des femmes révolutionnaires du Bénin? Vous savez, en cette période-là, la main a été plus donnée aux femmes au niveau donc de leur structure de base, qu'elles s'organisent, qu'elles s'affirment et que ça soit encadré. Aujourd'hui, nous avons plus évolué. Et au sein de nos partis politiques, qu'on le veuille ou non, il y a plus d'intelligence féminine, il y a plus de monde et il y a plus de concurrence. Nous sommes aujourd'hui dans un milieu concurrentiel, très concurrentiel. Et nous sommes dans un milieu d'adversité, qu'on le veuille ou non. Dans un même parti politique, il y aura des adversités parce qu'il y a la compétition, non pas de méchanceté, mais parce qu'il y a la compétition. De telle sorte que, il faut le dire, quelqu'un a dit dans ce pays, il faut appeler un chat un chat. Il faut le dire. Le mal a un peu peur d'une organisation solide des femmes au sein des partis. Vous n'allez pas nous traiter de misogyne sur ce... Je ne sais pas ce que je fais, mais je parle d'expérience. Et vous savez qu'on parlait tout à l'heure, je dis, dès qu'on va se départir de cette peur que nous avons de l'intelligence féminine, de la présence féminine avec les hommes, nous allons faire des merveilles. Et donc, nous devons travailler à dépasser cette étape en nous disant que toutes les intelligences sont la bienvenue pour que nous puissions construire donc notre nation. De toutes les façons, ce n'est pas pour rien que l'homme et la femme ont été créés. Il faut que nous puissions arriver à avoir l'équilibre qu'il faut pour mener donc à bien à terme le développement donc de notre pays. Voilà, vous étiez en train donc de peindre le tableau et à un moment donné, vous avez dit que le système a échoué parce qu'entre-temps, la suite logique n'a pas suivi. Oui. Donc, les femmes étaient positionnées à la base, une organisation solide à la base, mais lorsqu'on commence par remonter le temps, on est rentré dans le marxisme-léninisme et là, quelque chose n'a pas fonctionné. Oui, quand on est entré dans le marxisme-léninisme, c'est exclusivement masculin. C'est la force. C'est rigueux. C'est rigueux, c'est la force du pouvoir. C'est l'exercice radical du pouvoir. Et donc, quand on parle de l'exercice radical du pouvoir, les hommes se disent déjà, les femmes, elles ne peuvent pas. Ou les femmes, elles n'ont pas la capacité de garder les secrets. Elles n'ont pas la capacité d'aller au fond. De telle sorte que pendant cette période, je pense que la femme a été reléguée dans d'autres fonctions. Accompagner les hommes, rester dans les fonctions qui permettent à l'État de continuer l'éducation, la santé, tout comme l'administration, le secrétariat. Donc, on a retourné la femme dans son rôle d'avant les indépendances ou un peu après les indépendances. Heureusement pour nous, heureusement qu'il y a eu la conférence nationale qui nous a donné un peu d'espoir avec cet élan que certains ont eu pendant la conférence, après la conférence. Et nous verrons après ce qu'est devenue la femme béninoise à l'aide donc du renouveau démocratique. Voilà, donc justement, on est arrivé donc à la conférence nationale des forces vives de la nation et quand vous regardez dans la salle d'ailleurs, les hommes occupaient pratiquement les 90% des sièges. Nous disons, on faisait un clin d'œil à Karim Ratib Fiatou, à Madame Aguemon et tout ce monde-là, ce qui ont permis, n'est-ce pas, d'avoir dans cette salle-là des femmes. Lorsqu'on regarde un peu dans cette atmosphère, quel a été le rôle que la femme a joué? C'est vrai que nous constatons tous et nous avons constaté que sur environ 500 délégués à la conférence nationale, il y avait moins d'une vingtaine de femmes. Vous en avez cité tout à l'heure, c'est vrai, il y a aussi Maître Holou, nous avons Feu Lawson d'Almeida, nous avons eu Madame Lawani, voilà, Feu Lawani aussi, et d'autres, il y a Madame Adisoda qui est toujours là avec nous, donc, et d'autres femmes. Sur 500, nous avons eu autour d'une vingtaine, 16 ou 15 ou 16, je crois. Elles ont joué un grand rôle, un bon rôle. Et je pense que la conférence nationale des forces vives de la nation a repositionné la femme dans son rôle républicain, le rôle de complémentarité, d'équilibre. Quand vous prenez le présidium de la conférence nationale, qui devait être de 7 personnes, on avait 2 femmes sur les 7. Et donc, si nous avons eu 2 femmes sur les 7, c'est qu'il y avait déjà un objectif. Il y a déjà un élan. Et ces femmes ont travaillé
assurer le secrétariat de la Conférence nationale des forces vives de la nation, il faut le faire en cette période-là. Et nous avons vu Mme Lawson aux côtés du Monseigneur de Souza pendant toute la conférence. Et donc, nous ne pouvons pas dire que les femmes n'ont pas participé. Et dans les débats, nous avons vu Mme Karim Rafiatou, Mme Lawson, Mme Adisoda et consorts faire de bonnes propositions, de bonnes interventions. Et donc, à partir de la conférence nationale, il y avait déjà un espoir qui est né en ce qui concerne, bien entendu, la présence de la femme dans les sphères de décision, la présence de la femme dans l'engagement politique vers le développement. À la conférence nationale, je pense que c'était l'espoir. C'est vrai que le nombre importait, mais nous avons eu la qualité, une qualité de femmes, une crème voilà, des femmes béninoises à l'intelligence féminine. Et quand vous regardez, vous questionnez bien les documents de la conférence, vous voyez qu'elles sont venues de tous les secteurs, de tous les domaines, et qu'elles sont venues, elles ont été choisies du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur des compétences données, sur des visions données. C'est par rapport à ça qu'elles ont été choisies. Et je pense que nous devons le reconnaître au comité préparatoire de la conférence des forces vives de la nation, même si elles n'étaient pas très nombreuses, elles ont été choisies. Excusez-moi, est-ce que ce n'est pas ça le problème que nous avons aujourd'hui au niveau de la gente féminine, où on sent qu'il n'y a pas de la qualité réelle pour aller au charbon quand il s'agit des questions politiques? Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de la qualité. On va en parler tout à l'heure. Okay. Nous avons de la qualité. Et donc, ces messieurs qui ont préparé la conférence sont allés chercher. Ils ont cherché la qualité, ils ont cherché la représentativité. Et donc, cela a permis que les femmes soient portées à la conférence nationale des forces vives de la nation. Quand on parle de la conférence des forces vives de la nation depuis 30 ans, on met sous boisseau complètement le rôle de la femme à la conférence des forces vives de la nation. Il n'y a aucune intervention, il n'y a aucune conférence, il n'y a aucun lieu où on s'est dit qu'est-ce qu'elles ont pu faire à la conférence nationale. Est-ce que leur participation à la conférence nationale a déterminé quelque chose dans le pays? Quelle est l'impulsion que la participation des femmes à la conférence nationale a donnée au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan culturel? Nous n'en parlons pas. Et c'est un sujet sur lequel nous devons revenir pour montrer que la participation des femmes à la conférence nationale a donné des résultats et continue de donner des résultats en ce qui concerne la position de la femme béninoise aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous faisons de cet héritage pour que cela puisse bénéficier aux générations futures? Il faut que nous puissions revenir sur ces questions et en parler, que la République puisse reconnaître à ces femmes qui ont participé à la conférence nationale leur témérité, leur présence, l'engagement, leur présence est intelligente et responsable. Il va falloir que la nation puisse le faire. Il y en a qui sont encore vivantes et donc il vaut mieux le faire le temps qu'on ne cite plus ces femmes-là, donc vivantes, au passé. Voilà, au passé. Je pense que nous allons nous intéresser d'ailleurs à ces femmes. On a une émission qui s'appelle Icône, qui fait... Qui ramène en surface les femmes qui ont marqué l'histoire socio-économique et politique du Bénin. Et donc, ces noms-là qui sont cités, nous aider à avoir les contacts de ces dames. Parce que c'est toujours important de célébrer les gens quand ils sont vivants. Absolument. Voilà, comme Christelle Houndonoubo, qui d'ailleurs écrit la page de l'histoire aujourd'hui, au niveau donc, de cette grande formation politique du Bénin. Alors, nous avons vu la place, le rôle qu'a joué la femme au niveau de la conférence nationale des forces vives de la nation. Est-ce que ça a été l'incubateur de tout ce que nous avons aujourd'hui comme action que nous constatons au niveau des formations politiques? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'engagement. Je le disais tantôt, que cet élan, nous le constatons jusqu'à ce jour. Cet élan, nous l'avions constaté d'abord avec les premières élections, les premières décisions qui ont été prises après la conférence des forces vives de la nation. Nous avons eu l'exemple avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo, pour qui j'ai eu une bonne pensée sur ce plateau, qui, en mettant en place son gouvernement, a pensé à la promotion de la femme, au positionnement de la femme, à l'engagement de la femme. Peut-être qu'en son temps, on dira qu'il était venu d'un milieu où il n'avait pas de complexe à travailler avec l'intelligence féminine. Et donc, il l'a fait. Et c'était un bon élan en ce temps. On a eu des femmes, Véronique Aoyo, Véronique Lawson, Kouburat Oseni. On a eu des femmes de renom, des femmes bien dans ce pays, dans le gouvernement du président Soglo en ce temps.
Et à côté, on a eu la Cour constitutionnelle qui a été dirigée par la première dame que nous avons connue dans ce pays. Et je lui fais un coucou au passage, elle est toujours là, Madame Poyon, Elisabeth Poyon, et qui a dirigé la Cour constitutionnelle et qui a permis que nous puissions maintenir la stabilité et être en phase avec les résolutions de la conférence des forces vives de la nation. Après elle, on a eu Conception Awensou. Alors, donc, nous avons la dame de fer. Et quand nous allons vers l'Assemblée nationale, elle n'était pas très nombreuse, mais on avait un bon nombre. Elle tournait autour de 9, de 10, mais de qualité, qui intervenaient, qui donnaient leur point de vue, qui accompagnaient en réalité la construction du pays. Madame Vieira Soglo était là avec son parti, la Renaissance du Bénin, avec quelques femmes. Il y avait le PRD qui venait avec des femmes, le PS qui venait avec, le PSD qui venait avec des femmes. Et donc, elles n'étaient pas très nombreuses, mais elles illuminaient l'Assemblée nationale. C'était des têtes bien faites. C'était des têtes bien faites. Et on constatait cela à travers les débats. Et donc, nous avons gardé cet équilibre pendant une dizaine d'années, une décennie. Et par la suite, qu'on le veuille ou non, nous avons chuté. Patati patata. Nous avons chuté. Ça s'était effondré. Voilà. Ça s'est effondré à quel moment? Ça s'est effondré avec Kérékou II. Avec Kérékou II, nous avons eu l'émergence d'une classe politique jeune. D'une classe politique jeune, fougueuse, qui voulait tout avoir. Tout de suite. Tout de suite, Voilà. toutes les places où la femme n'avait pas d'importance, où je devais jouer les rôles secondaires. On retourne encore la femme. On retourne la femme à la case du départ. À la cuisine. Et donc, le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, à qui nous avons aussi de bonnes pensées, avait des objectifs précis en ce moment. Et donc, je ne pense pas qu'en ce moment, le général Mathieu Kérékou avait parmi ses priorités de continuer en fait ou d'enquiquiner ses partenaires politiques en leur disant la femme aussi. En ce moment-là, c'est tellement que par rapport à ses objectifs, il n'a pas su le faire. Contrairement au général Mathieu Kérékou de la Révolution, qui demandait que des structures soient mises en place, qu'on tienne compte de la femme, la formation de la femme, l'engagement de la femme, et qui est allé jusqu'à nous mettre au moins une femme pendant la période révolutionnaire, Karibou Rafiatou, à un poste stratégique. Et quand vous regardez, vous faites la liaison, et vous allez vers la période post-coloniale, ou la période coloniale, vous voyez que le général Mathieu Kérékou est resté dans une bonne ligne. Il est allé mettre la dame à la santé, et pour cause. Et donc, je reviens donc à mon débat pour dire, le général Mathieu Kérékou II n'a pas eu cette priorité de porter la femme béninoise dans les structures. Quand on sait tout ce qu'il a vécu pendant la période de la conférence nationale. Mais pendant la conférence nationale, bien entendu, le général Mathieu Kérékou n'a rien vécu que ce qu'il a décidé de faire. Voilà. Le général Mathieu Kérékou a décidé de la conférence nationale, a décidé de son organisation. On l'a organisé. Il a décidé de ce que nous allions jusqu'au bout. Et il a décidé de ce que nous mettions en application les décisions de la conférence nationale. Il ne pouvait plus être rigoriste lorsqu'il revenait en 96. Non, ce n'est pas du rigorisme. Aujourd'hui, vous voulez dire que le président Talon fait du rigorisme en ce qui concerne la promotion de la femme, encore que là aussi il y a à dire. À dire, oui. Et donc, on ne dirait pas que c'est du rigorisme, non. C'est des questions politiques, de priorité. Et donc, le général Mathieu Kérékou qui a vécu la révolution, la conférence et 5 années d'hivernage, et qui revient, sa priorité, c'est certainement pas la promotion de la femme. Et donc, pendant les 10 ans de Kérékou II, nous avons vu quelques femmes, mais en réalité, c'est à ce niveau que nous avons complètement baissé la garde. Et par la suite, avec l'avènement du président Yahya Boni, nous avons eu des lueurs d'espoir. Mais d'une manière, en réalité, qui portait la femme comme celle qui est belle, comme celle qui accueille, comme celle qui... Comme un panier en foulard. Mais celle qui met les foulards, encore que vous les hommes, à ce moment-là, mettaient les gobias à côté des femmes. Donc, en réalité... Et donc, le président Yahya Boni aurait dû porter autrement la femme. Il a plus flatté la femme que la porte. Il y a eu plus de flatterie que du concret. Et donc, les quelques-unes qui ont été dénichées par le président Yahya Boni
positionner, quand vous faites le point aujourd'hui, vous allez me citer combien continuent dans l'arène politique. Et donc, tout, la formation à la base, l'engagement à la base, l'engagement sur échelon qui permet à la femme de commencer, de se former, de se forger et d'y rester. Et donc, avec le président Yahya Boni, il y a eu quelques promotions, mais pas la promotion de celles qui sont véritablement dans l'engagement politique et qui portent l'engagement politique dans la durée. C'est vrai que sous Yahya, il nous avait promis du 50-50, si vous vous rappelez, mais il n'a pas pu faire... Tous les présidents avec l'euphorie et autres peuvent toujours le dire, mais quand vous êtes dans le feu de l'action, vous constatez, ce n'est pas seulement sur les questions de femmes, c'est sur toutes les questions de développement. Quand on vient, on se dit je vais tout faire à la fois. Mais quand on s'y met, on sent qu'il faut reculer sur certaines questions. Il y a souvent un peu de regret. Voilà, oui. vous avez, c'est un tableau bien peint, rationnel et tout, mais aujourd'hui, lorsqu'on repositionne cette femme-là dans la sphère politique, avec la position que vous avez occupée au niveau de ce parti, l'UPR, dites-nous comment se porte la femme aujourd'hui. La femme béninoise, de façon générale, se porte bien. Elle se portera mieux si certaines questions ne sont pas gérées comme des symboles ou de façon conjoncturelle. Et quand nous nous mettons dans nos débats, nous parlons que de la femme politique. En dehors de la femme politique, il y a d'autres femmes qui sont dans des domaines précis et qui travaillent énormément, qui apportent énormément pour le pays. Et chaque fois que je prends la parole, j'ai toujours une pensée pour ces femmes qui sont dans l'ombre, ces femmes qui sont silencieuses et qui portent la République. Ceci étant, la femme béninoise dans l'environnement politique aujourd'hui, est-ce qu'elle se porte bien? Je pense qu'elle fait avec. Elle fait avec ce que la République lui offre. Elle fait avec ce que les partis politiques lui offrent. Et elle fait avec ce qu'elle est elle-même par rapport à sa vision, par rapport à sa disponibilité, par rapport à son engagement. Vous allez me dire que ces dernières années ou ces derniers mois, nous avons eu des lois qui permettent quand même de porter un regard sur la femme politique, sur la femme politique au Bénin. Oui, nous avons eu cette loi qui nous permet aujourd'hui de vivre cet environnement à l'Assemblée nationale. Mais quand nous quittons l'Assemblée nationale, on va y revenir, la présence à l'Assemblée nationale. Mais quand nous laissons l'Assemblée nationale, nous avons les femmes à la base. Et le développement, c'est de la base vers le sommet. Bien sûr. Et le regret que moi j'ai aujourd'hui, et je l'ai dit à plusieurs reprises, le regret que j'ai eu, c'est qu'il y a quelques mois, au moment où on retouchait le code électoral, on aurait dû faire un clin d'œil à la femme à la base. C'est-à-dire aux femmes qui vont aux élections à la base, parce que tous doivent être déterminés à la base. On aurait pu trouver les voies et moyens pour mettre en place des dispositions, je ne parle pas discriminatoires, mais des dispositions engageantes qui permettent à la femme à la base de se retrouver aussi dans des positions pour apporter sa pierre à l'édification de sa base, de sa communauté. Nous ne l'avions pas fait. Et je voudrais bien espérer que le jour où nous aurons la possibilité de faire une rélecture de certains textes, que nous puissions y penser. De manière plus claire, qu'est-ce que vous aurez souhaité? Au niveau, par exemple, communal ou au niveau local, qu'est-ce que vous aurez souhaité? Au niveau communal ou au niveau local, on aurait souhaité que, comme cela a été fait pour les circonscriptions électorales, que nous puissions aller faire quelques aménagements au niveau des circonscriptions électorales, qui sont les arrondissements, parce que c'est au niveau des arrondissements que les conseillers sont élus, au niveau des arrondissements, pour permettre que nous ayons la présence des femmes dans les conseils communaux, et que dans chaque arrondissement, que nous puissions avoir des femmes élues. Donc une exigence réglementaire. Voilà, une exigence réglementaire. Vous allez me dire que c'est peut-être encourager la femme à la facilité. Non, ce n'est pas encourager la femme à la facilité. Quand on regarde les luttes qui ont été menées et les actions portées par les gouvernants, les actions portées par les ONG, par les institutions, par les partis politiques, quand on fait le point de ces engagements, nous pensons qu'il n'y a pas de honte de le dire, que ces
actions ont porté à un niveau donné, mais qu'il faut donner un coup de pouce. Et donc cela ne veut pas dire que nous sortons de l'engagement, nous sortons du travail, nous sortons du mérite, non. Nous allons accompagner donc la bienveillance républicaine aux actions menées donc par les acteurs politiques. C'est cela qui peut nous permettre d'avoir cette capacité, cette présence positive des femmes au niveau donc de ces instances de prise de décision. Il faut aller avec les deux méthodes. Il faut continuer la formation, le militantisme, l'engagement, en même temps accompagner cet engagement et ce travail fait par les partis politiques donc de cette main tendue de l'État béninois. Je le dis sans embâche, et j'ai toujours été de ceux et celles qui prônent le mérite, qui prônent la compétence. Quand nous avons mis en place donc ces facilités pour la femme entre griffes, facilité entre griffes, il faut que nous ayons des critères, des conditions. Il faut que le positionnement soit vraiment avéré. Il faut que ces positionnements soient sur la base de certains critères, sur la base du militantisme avéré, de la compétence avérée, de l'engagement avéré, de la compétence avérée. C'est vrai que nous sommes des humains, nous sommes des hommes et des femmes de sentiments, et qu'il y a des moments où nous avons du plaisir à préférer nos proches, nos amis, nos époux, nos frères et sœurs dans certaines positions. Quand nous allons prendre un peu plus de recul par rapport à ce que nous avons comme sentiment en la matière, nous allons y arriver. C'est-à-dire positionner celles qui peuvent faire l'affaire, celles qui sont là pour montrer que l'engagement de la femme peut se réaliser de façon positive. C'est de cela qu'il s'agit. Quand on a quitté la base et qu'on va vers l'Assemblée nationale, c'est vrai, nous avons eu 24 femmes. Et ça, c'est de par la volonté politique du président Talon. Depuis quelques années, on en a parlé. Qu'est-ce que nous faisons pour avoir une bonne présence des femmes à l'Assemblée? Et je pense qu'il a accompagné cela. Quand le président a accompagné, quand la République a accompagné, le reste revient aux partis politiques. Revient aux partis politiques de positionner, de mettre les femmes qu'il faut, les femmes qui vont déterminer la suite donc de cette bienveillance républicaine. Quand nous positionnons et que à la fin, nous faisons le bilan et que les hommes nous disent « Très bien, vous avez été 24 à l'Assemblée nationale. Dites-nous, faites-nous le bilan de votre participation, contribution à l'édification de notre nation à l'Assemblée nationale. » Qu'est-ce que nous répondons? Vous êtes des femmes. Et quand nous sommes des femmes, nous sommes surtout portés sur certaines questions cruciales. Nous sommes portés sur les questions de l'enfance. Nous sommes portés sur les questions de la fille. Nous sommes portés sur les questions de la femme, des handicapés, des personnes de certains âges, du 3e âge. Qu'est-ce que nous avons pu faire? Les gens nous poseront cette question. Et moi-même, je poserai... Je vous la pose. Oui, c'est vrai que... Parce qu'au bilan, quand on regarde au niveau de l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'on a 24 femmes au moins. Mais à l'arrivée, on ne voit pas quelque chose d'extraordinaire. Non, je ne vais pas me débiter de cette question puisque je suis d'un parti politique qui, sur les 24, a 14. Ah oui. Et donc, si sur les 24, on a 14, nous avons une responsabilité dans cette question-là. Et c'est quoi notre responsabilité? Vous savez, en politique aussi, il faut être en face de certaines réalités. Et c'est ces réalités qui vous permettent d'apprécier les résultats ou d'apprécier les comportements, d'apprécier les actions. Nous sommes dans un parti politique, parti de grande envergure. Vous êtes député de ce parti. Et à l'Assemblée nationale, vous avez d'autres partis à l'Assemblée nationale. Il faut que, en tant que femme, moi-même je me dis, oui, je suis députée de l'Union progressiste, le renouveau à l'Assemblée nationale, c'est sans embâche. Et sur certaines questions, je dois suivre les mots d'ordre de mon parti. Je ne peux pas faire sans mon parti politique. Mais en tant que femme, et vu la manière dont je suis arrivée à l'Assemblée nationale, il y a des questions sur lesquelles je n'ai plus de bord. Il y a, et je les ai citées tout à l'heure, quand il va s'agir des questions de l'enfance, les questions qui déterminent la vie de la femme béninoise, de la jeune fille béninoise, je suis obligée de dire, je m'engage. Quand le gouvernement amène, je dois m'engager derrière le gouvernement. Et ce n'est pas que le gouvernement qui amène. Moi-même, je dois réfléchir et porter au niveau de mon parti politique, parce que je ne peux pas évoluer en solitaire. Mais je porte au niveau de mon parti politique mes réflexions. Voilà ce que nous voulons porter. Et avec les autres députés de mon parti, nous mettons cela en forme pour pouvoir
présenter. Quand vous allez demander aux députés de l'UP ou à l'UP, même à la direction de l'UP, à la haute direction politique de l'UP, à vos femmes, vous n'avez rien fait, ils vont vous dire, mais elles sont à l'Assemblée, elles ne nous ont jamais fait une proposition et qu'on n'est pas accompagné. Et c'est l'occasion pour moi de dire, c'est vrai que nous sommes en train de tendre vers la fin. Peut-être qu'il faut aussi un éveil à la fin. Bien sûr, parce que ça permet de repositionner. Un éveil qui permet aux uns aux autres d'oublier peut-être 3 années, mais avec quelques mois, on peut toujours le faire. Et c'est valable pour toutes les femmes qui sont à l'Assemblée nationale, c'est pas valable que pour les femmes de l'Union progressiste au Renouveau. C'est valable pour toutes les femmes qui sont à l'Assemblée nationale. Et sur certaines questions, elles devraient se mettre ensemble pour proposer. Justement, et personne ne peut leur interdire cela. Je ne vois pas la direction de l'UP dire ah non sur cette question cruciale de notre société concernant les enfants, concernant la jeunesse, concernant la femme, que vous vous alliez avec les femmes de BR, que vous vous alliez avec les femmes LD pour porter peut-être. Je ne pense pas qu'au niveau de l'Union progressiste au niveau qui est quand même de la social-démocratie qui veut le bien-être donc de la masse, je ne pense pas qu'à ce niveau qu'on puisse leur dire non. Et donc il va falloir que quand nous bénéficions donc de la bienveillance de la République, que nous-mêmes nous puissions y mettre notre volonté. Et voilà, d'ailleurs il y a le caucus des femmes au niveau de l'Assemblée nationale qui ne fait l'association de personnes. On voit que les femmes, toutes les femmes qui sont à l'Assemblée nationale sont dans le caucus des femmes à l'Assemblée nationale. Je pense que ce caucus vient répondre un peu à ce que vous dites d'ailleurs. Bien sûr, c'est même à l'actif du président de l'Assemblée nationale qui a mis en place donc, cette instance, cette plateforme pour que toutes les femmes à l'Assemblée nationale se retrouvent pour parler de la femme, pour parler des enfants, pour parler. Est-ce que c'est fait? Bon, on les voit dans toutes les instances au niveau des grandes manifestations et on aurait bien voulu les voir au niveau des questions de développement aussi. Alors, le président Patrice Talon a, d'une manière stratégique, réussi à positionner 30% des femmes à l'Assemblée nationale. Quand vous regardez un peu ce travail qui a été fait, alors que vous êtes majoritaire au niveau de la société, vous ne pensez pas que cette discrimination, bien que positive, réduit un peu la femme dans son élan? Non, je ne crois pas que cette disposition, en fait, vient accompagner l'élan de la femme. Et l'élan dont il s'agit doit être déterminé par nos partis politiques. Au sein de nos partis politiques, il est dit que déjà dans nos structures de base, qu'il faut 30% de femmes. Enfin, 30% de femmes si on en a. Et que pour les élections à venir, il nous faut positionner 30% de femmes. Et c'est là où, au moins, c'est là où se pose le problème. Ce n'est pas qu'on fasse élire 30% de femmes. On positionne 30% de femmes. Au niveau de chaque parti politique. Au niveau des partis politiques. Et donc, au finish, vous pouvez avoir 3% élus. Et donc, le problème n'est pas réglé. Pas du tout. Le problème n'est pas réglé. Les dispositions de nos partis politiques n'encouragent pas les dispositions étatique. Et donc, nous devons faire en sorte, dans nos partis politiques, que nous accompagnons les dispositions de la loi. La loi dit au moins 30% de femmes, c'est-à-dire au moins une par circonscription électorale, donc environ 30%. Dans nos partis politiques, ça ne devait pas être positionné 30% de femmes. Ça devait être faire élire 30% des femmes. Et donc, est-ce que les femmes, même dans nos partis politiques, nous sommes assez organisées pour mener cette bataille? C'est aussi ça un autre problème. Vous avez tous les atouts pour faire le lobbying? Non, nous faisons le lobbying. Mais vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi d'autres réalités. Quand vous faites ces lobbying et que vous vous retrouvez par exemple dans une circonscription électorale où on vous dit, vous positionnez une femme et qu'il faut aller rechercher une femme dans cette circonscription, alors que vous n'en avez pas, qui ait fait son engagement politique et qui est un niveau où il faut la positionner. Première chose, la positionner et que cela m'apporte des voix. Que les gens votent pour moi et adhèrent. Quand on est en politique et on va aux élections aussi, c'est pour gagner. Quand vous me dites positionner, parce qu'on a dit de positionner, je sais que si je positionne, je ne gagnerai pas. Les partis politiques ne positionneront pas non plus. D'où l'engagement des femmes, qu'il faut que les partis accompagnent l'engagement. Donc, ce qui se fait aujourd'hui quand même au sein de tous les partis politiques, même si ce n'est pas encore à un niveau où il faut s'attendre à un
résultats formels, tangibles, extraordinaires. On a commencé au sein des partis politiques. Donc, il faut que les femmes soient dans l'engagement et que l'engagement puisse aboutir à leur positionnement donc, pour les élections. Je pense que c'est un travail qu'il faut continuer de faire. À ce niveau, je pense qu'il va falloir que vous vous adressiez à vos jeunes sœurs, à vos sœurs, à vos grandes sœurs qui rêvent donc de travailler en politique. Un mot pour ces femmes-là. Mais vous savez, il y a une chose, je voudrais le demander aux plus jeunes que nous, qu'il faut qu'elles sortent de leur tête cette facilité, qu'elles pensent que les dispositions de la loi, ce clin d'œil, cette bienveillance républicaine est une facilité pour elles. Et que dès lors que la loi a permis de positionner et que je ne suis pas vraiment dans l'engagement politique et que je puisse compter sur une familiarité, sur une relation, sur ci et ça pour le faire que nous nous trompons. Nous-mêmes, en tant que femmes, nous nous trompons. Ce n'est pas un engagement qui donne dans la durée. Ce serait éphémère et puis vous vous effacez. Nous ne voulons plus de cet engagement précaire. Nous voulons l'engagement jusqu'au bout. Et donc, je voudrais leur dire que l'engagement doit précéder les positionnements, le mérite. Il faut militer. Ce n'est pas toujours facile le militantisme, que ce soit en politique ou dans d'autres domaines, c'est la même chose. Peut-être que c'est plus féroce, un peu plus au sein des partis politiques, au niveau donc du milieu politique. Mais qu'il faut qu'elles s'engagent. Toutes les femmes non plus ne peuvent pas s'engager. Toutes les femmes ne peuvent pas être en politique. Celles qui en ont la capacité, celles qui en ont la disponibilité, qu'elles viennent, qu'elles se forment, qu'elles se forgent. Et qu'elles, à un moment donné, quand elles sont propulsées, qu'elles soient fières d'être propulsées parce qu'elles l'ont fait sur mérite. Elles l'ont fait sur mérite et dès qu'elles le font, elles reçoivent donc ces nominations ou ces positionnements sur mérite. Je pense que c'est ça qui doit être la fierté de la femme et même la fierté de la République. Et donc je voudrais leur dire, celles qui veulent s'engager, qu'elles s'engagent et qu'elles le fassent dans la durée. Ouais, nous sommes déjà dans la saison. Hein. On est déjà dans la saison et aujourd'hui nous avons des références en Afrique en matière de gouvernance politique. Lorsqu'on prend le cas du Rwanda qui est l'un des pays les mieux gérés de cette planète Terre, est-ce que vous pensez qu'un jour le Bénin pourra faire un peu comme le Rwanda où 50% de ce positionnement revient à la femme? Bon, la première chose, je ne sais pas trop sur quelle base vous affirmez que le Rwanda est le pays, fait partie des pays les plus gérés, les mieux gérés. Oui. Si vous voulez parler de la présence des femmes, je suis d'accord avec vous. Présence des femmes dans les positions de prise de décision. Mais en réalité, vous voulez quoi? Vous voulez nous souhaiter les problèmes que le Rwanda a eu par le passé? C'est son passé qui détermine en réalité. Si, c'est le passé du Rwanda qui détermine son présent. C'est le passé du Rwanda qui détermine son présent. C'est pour cela que vous avez ce nombre de femmes dans les instances de prise de décision, ça, dans les positions. Beaucoup ne le savent pas. Et donc, c'est un exemple atypique. Le Rwanda. Ce n'est pas que je ne veux pas que le Bénin fasse un jour comme le Rwanda. Mon souhait, c'est que le Bénin fasse un jour. On ne veut pas prendre ce qu'il y a de négatif. Voilà. Je veux que le Bénin puisse avoir des femmes, que le Bénin puisse faire comme les pays scandinaves, que le Bénin donne plus d'espace à la femme, que les hommes de mon pays aient moins peur de l'intelligence féminine, de la présence féminine. Je voudrais bien le faire, mais en même temps, j'appelle les femmes à travailler pour, à rester dans une disposition d'esprit qui permette que nous puissions avancer. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, vous aussi quand même, on ne va pas demander qu'on ait 50% de femmes à l'Assemblée aujourd'hui. Ce serait du leurre. Non, c'est une aspiration. On aspire. Voilà. Mais qu'est-ce que nous faisons pour y parvenir? C'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer de travailler au sein de nos partis politiques. Très bien. Il faut continuer de faire le plaidoyer au niveau donc de l'État béninois, que l'État béninois continue d'accompagner les efforts que nous fournissons au sein des partis politiques, que les femmes fournissent pour être plus présentes donc dans les sphères de prise de décision. Et je pense que dans quelques années, avec ce que nous voyons, ce que nous faisons au sein des partis politiques, la volonté de l'État, et j'espère bien qu'après le président Talon, cet engagement, cette volonté de l'État d'accompagner l'engagement féminin va se poursuivre et que nous irons
mieux. Nous ferons encore plus que ce qui a été fait là pour compléter donc le travail qui se fait au quotidien au sein donc des partis politiques pour que la présence des femmes soit une présence remarquable, une présence non absente, parce que la présence qui devient une absence n'est plus une présence. Qu'elle soit une présence remarquable, une présence non absente et une présence intelligente. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, lorsque vous regardez un peu, Landry Weton, si vous permettez, là, actuellement, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, une nouvelle ère de jeunes politiciennes naître. Quand vous regardez un peu les comportements, est-ce que vous pensez que dans 20 ans, on pourra se dire, oui, on a fait un travail? Ben oui, vous savez quoi? Le temps fera son œuvre. Le tri va se faire. De lui-même. De lui-même. La nature va faire l'élimination. Et les meilleurs vont rester. Il y a assez de gamètes qui bougent. Oui, bien entendu, et c'est normal. Et vous verrez, les gamètes qui peuvent féconder vont continuer le trajet. Absolument, vont continuer leur trajet. Et nous aurons, dans quelques années, moi je suis convaincue, nous aurons une très bonne génération de femmes politiques. Nous en aurons. D'accord. Alors, nous sommes déjà dans la confection. Landry Weton, allez-y. Non, non, je voudrais juste dire à notre invité, aujourd'hui, il y a des milliers de femmes qui veulent avoir comme cliché Christelle Ndongo Alioza. Lorsqu'on a été à ce niveau de décision directrice de l'administration de l'UPR, et au-delà de l'invite que vous avez fait tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour, comment dire, leur donner un cliché positif afin que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans 20 ans, qu'on puisse avoir des milliers de Christelle Ndongo? Je pense que la première chose, c'est la discipline personnelle. D'accord. Il faut la discipline personnelle. Vous regardez dans la caméra, vous le dites. Il faut la discipline voilà. personnelle. Voilà. D'accord? Quand vous avez la discipline personnelle, vous vous mettez au travail. Vous vous mettez dans l'engagement. Quand vous vous mettez dans l'engagement, je pense que vous pouvez aller loin. La discipline, le travail, l'engagement et puis le respect de soi, le respect des autres. Et vous avancez. Pas sans difficulté, mais vous y arrivez quand même. Les coups, vous en recevrez. Mais les coups, c'est partout. On reçoit les coups partout. Il faut apprendre, Rosine Soglo disait ça, que les coups, vous les recevez, apprenez à en donner aussi. Mais en réalité, nous, en tant que femmes, c'est vrai que nous apprenons à donner, mais il y a des coups que la femme n'arrive pas à donner. Ah oui, à donner. Et puis, c'est normal, et il vaut mieux pour l'équilibre de notre société, il faut qu'il y ait des coups que la femme ne donne pas. Voilà. Ouais. Alors, Christelle Ndongo, dites-nous, aujourd'hui, vous avez géré des listes plusieurs fois au niveau de l'administration de ce parti-là. Vous avez vu comment on gère les listes. Quand vous regardez un peu l'univers politique béninois, est-ce qu'il y a de l'espoir pour la femme? Il y a de l'espoir. C'est parce qu'il y a de l'espoir que nous sommes là, que nous sommes encore là, et qu'il y a d'autres qui viendront après nous. Et nous devons construire cet espoir-là pour les générations à venir. Il y a bien espoir puisqu'il y en a qui sont positionnés sur les listes. Même si ce n'est pas sans difficulté, il y en a qui sont positionnés. Et d'autres seront encore positionnés. Il y aura une ouverture d'esprit au niveau donc de nos instances politiques, dans tous les partis politiques, pour qu'on donne un peu plus de place à la femme. Et donc moi j'ai bon espoir qu'elles seront positionnées. J'ai bon espoir que les femmes seront positionnées, elles seront élues. Et c'est vrai que c'est un engagement que les partis politiques aussi doivent prendre par rapport à ce qu'ils ont de disponible. Le travail doit se poursuivre. C'est un travail qui se fera, qui se faisait depuis des années, qui va continuer et qui vous donnera de bons résultats dans quelques années. Peut-être que nous ne serons plus sur l'échiquier politique béninois, mais nous serons peut-être dans un coin tout en souriant en disant, mais chapeau, nous avons contribué à quelque chose de beau, de grand pour notre pays. Alors, lorsqu'on vous regarde, madame, vous, quelles sont vos ambitions aujourd'hui quand vous regardez? Nous tendons vers des élections vraiment capitales en 2026. Vous, quelles sont vos ambitions? La main sur le cœur. Mais je vais aller à deux niveaux. Okay. Alors, en tant que militante, en tant que femme engagée, modestement, ayant atteint quand même un niveau donné et étant à un niveau donné de mon parti politique, quand on est en politique et qu'on a eu à faire de ce parcours, on n'est jamais homme politique ou femme politique sans élection. Vous allez aux élections, vous participez aux élections. Nous sommes dans un parti politique aujourd'hui où c'est le parti politique qui positionne. Et donc moi, je dis mon engagement, je dis ma conviction, je dis ce dont je rêve en disant oui, je veux aller aux élections. Quitte à mon parti politique
de me positionner. Et ça, je parle des élections déjà législatives. Quand on a fini de parler des élections législatives, on parlait de la femme aujourd'hui. Et on se disait, mais qu'est-ce que nous faisons? Il y a les législatives, il y a les communales, et il y a bien entendu les élections présidentielles. Bien sûr. C'est vrai que vous me chahutez tout à l'heure, et je vous ai dit que moi je suis au sérieux, que pourquoi pas? Pourquoi la solution aujourd'hui dans notre contexte sociopolitique, pourquoi la solution n'est pas moi? Pourquoi la solution n'est pas femme? Moi je pense que la solution peut être femme. Quand je prends 3 points, la solution peut être femme, et je l'ai souligné que la solution peut être moi, parce que je pense aujourd'hui que nous avons besoin de quelqu'un qui soit un trait d'union entre plusieurs générations, c'est-à-dire la génération 3 fois derrière moi, 2 fois derrière moi, ma génération, les 2 ou 3 générations devant moi. Et donc, nous devons trouver et faire en sorte que quelqu'un soit ce trait d'union entre l'ensemble des générations. Et quand cette personne est trait d'union entre l'ensemble des générations, c'est que cette personne est trait d'union entre tous les acteurs, quel que soit leur bord politique, quel que soit leur domaine d'action, quelle que soit leur position, que la personne soit ce trait d'union entre toutes les générations et toutes les catégories possibles. Et vous pensez que c'est une femme? Oui, allez-y, première chose. Je ne pense pas seulement que c'est une femme, mais je pense que ça pourrait être moi. La deuxième chose, cette personne doit être une personne qui ouvre ses fenêtres, qui laisse le soleil passer, se lever de l'est, et qui laisse celle par laquelle le soleil se couche. Et au même moment, laisse sa porte du nord au sud pour que l'aération puisse être dans cette chambre. Donc, l'aération du nord vers le sud et du sud vers le nord. Moi, je suis des collines, je suis au centre. La troisième chose, c'est qu'il faut que cette personne soit une personne qui mérite. Et quand je parle de mérite, je ne parle pas de mérite symbole. Je ne parle pas de mérite circonstance, conjoncture. Je parle de mérite vraiment. Et ce mérite, pour moi, est un package. C'est une personne qui a la compétence qu'il faut, une compétence intelligente. C'est cette personne qui a cette courtoisie, cette personne qui a cette fraternité, cette ouverture d'aller vers l'ensemble des Béninois et des Béninoises. C'est cette personne, en fait, qui a cette sérénité de visage, cette fermeté de visage, mais qui a un cœur doux. C'est cette personne qu'il nous faut. Et quand je regarde, je dis cette personne est au féminin. Merci. Et que c'est moi. Et je voudrais finir en disant que notre pays a fait plusieurs expériences. Nous avons fait plusieurs expériences avec les hommes, en accompagnant les hommes. J'ai écouté certains sur des plateaux qui, avec beaucoup de fermeté, ont dit jamais. Pas femme de toutes les façons. On peut tout avoir, mais pas femme. Et je dis, mais il se base sur quoi pour le dire? Pourquoi vous pensez, les Béninois sont des personnes fières? Vous pensez que les Béninois qui ont une femme qui a ces qualités que je viens de définir et qui a la bonne posture qu'il faut, qui a le respect de l'autre, qui a la courtoisie et qui a les entrées faciles, vous pensez que les Béninois ne sont pas fiers de faire porter leur république à une telle femme? Les Béninois peuvent le faire. Et que cette femme leur inspire confiance, les Béninois le feront. Et c'est ma conviction profonde. Et je dis, nous pouvons essayer. Si les Béninois pensent qu'on peut le faire, si dans nos partis politiques, nous laissons tomber tout ce qu'il y a comme nos incompréhensions, nos si, nous ça, nous pouvons engager nos susceptibilités. Je pense qu'il est l'heure, que le moment est venu pour que nous puissions faire autre chose ensemble. Il faut de l'audace. Absolument. Oui. Il faut avoir cette audace responsable et chercher partout où se trouve cette audace responsable. Il faut aller la chercher pour que cette audace... Comme Corneille l'a dit, le bon Dieu est une femme et donner le pouvoir aux femmes et le monde se porterait mieux. Le monde se porterait mieux, mais avec la complicité des hommes. Voilà. Et donc, recherchons cette audace. Voilà. Vous l'avez si bien dit, Christelle Roudonoubo, cette émission tire à la fin.
Dites-nous votre mot de fin. Je voudrais déjà vous remercier pour ce passage sur votre émission. C'est un honneur pour moi et je pense que je fais une belle ouverture pour les femmes pour ce plateau. Vous savez, ma devise surtout, c'est pas que j'ai été, mais après moi, 1000 sont passés. Et je voudrais que 1000 femmes passent par ici. Qu'elles viennent et qu'elles disent leurs aspirations profondes pour notre pays. Je voudrais conclure en disant aux Béninois et aux Béninoises que nous n'avons que le Bénin. Et notre pays, c'est le Bénin. Notre fierté, c'est le Bénin. Nous abordons des échéances. Nous allons traverser une période un peu tumultueuse, qu'on le veuille ou non. Nous irons aux élections, nous irons à la compétition. Que cela soit une compétition saine. Et que à la fin, que celui qui gagne soit celui qui gagne. Et que les autres se mettent... Ou celle qui gagne. Oui, quand je dis celui qui gagne, je dis celui qui gagne, je le mets dans un paquet. Parce qu'un individu aujourd'hui se gagnera au sein de partis politiques. Donc, je le dis. Et que nous puissions faire cette ouverture. J'ai entendu un homme politique hier sur une émission, sur un plateau, qui disait que pour un pays comme le nôtre, qui peine sur la voie du sous-développement, quand nous avons fini les élections, nous déposons les armes et nous nous mettons tous ensemble en complicité pour continuer le développement de notre pays. C'est de cela qu'il va s'agir en 2026. Et je voudrais compter sur les partis politiques, sur les Béninois et sur les Béninoises et sur les autres forces en réalité qui restent invisibles et qui déterminent tout. Voilà, Landry Weton, on serait donc à l'atterrissage avec Madame Christelle Houndonoubo. C'était donc à l'instant Madame Christelle Houndonoubo, actrice très fervente de l'Union progressiste, le Renouveau. Et future candidate, si tout va bien, avec la complicité de son parti politique aux élections présidentielles au Bénin, vous l'avez compris. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Voilà. Mais pourquoi pas une femme Pourquoi pas une femme? Cette interrogation reste tout entière et je pense qu'elle mérite d'être étudiée au niveau du laboratoire des partis politiques au niveau du Bénin, pour qu'on puisse essayer peut-être cette voie-là, peut-être que c'est celle qui va donner, n'est-ce pas, la suite cohérente à tout ce qu'a engagé le président Patrice Talon au niveau de la tête du Bénin. Pourquoi pas une femme, donc? Ce sera la conclusion de cette émission. Nous estimons que vous avez tiré de leçons. On a essayé de faire un tableau de la femme en politique et dans le développement depuis les années 60 jusqu'à ce jour. On espère, si vous le permettez, on espère bien que Mme Alioza Houndonoubo reviendra sur ce plateau pour qu'on puisse parler de l'approche genre. Bien sûr. Un de ces jours. Avec plaisir. Et donc, mesdames et messieurs, on espère que cette émission vous a apporté beaucoup. Merci à vous, Christelle Houndonoubo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de continuer cette lutte pour le bien-être de la femme et surtout pour le bien-être des Béninois de manière générale. Merci pour tout ce que vous faites pour le bonheur de la population béninoise. Merci à vous qui nous avez suivis et restez câblés Speedline TV. Le meilleur reste toujours à venir. Bonsoir chez vous.